Sa andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sa anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il y a des voyages qu'on choisit et d'autres qui, d'une certaine façon, nous choisissent. Un jour, on décide de partir. On quitte une maison, une famille, une communauté, un pays, et on s'envole vers l'inconnu, avec un mélange de rêves, de doutes et d'espoir. Mais être migrant, qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est bien plus qu'un simple déplacement. Ce n'est pas seulement traverser la mer ou des frontières ou affronter des épreuves. Être migrant, c'est aussi partir étudier, travailler, s'expatrier, c'est vivre un changement, une transition, un nouveau chapitre. Alors, entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, entre ce qu'on quitte et ce qu'on découvre, une question revient toujours. Est-ce qu'on part vraiment? Ou est-ce qu'on se découvre ailleurs? Dans cet épisode de Trajectoire migratoire, j'accueille Algassimou Diallo, un Guinéen au parcours riche qui a vécu dans plusieurs pays avant de s'installer récemment aux États-Unis. On parlera de son parcours migratoire, de son parcours personnel et professionnel, de ses ambitions, de ses réussites, mais aussi de ces moments plus calmes où tout peut changer. Et à la fin, on reviendra à cette question essentielle. Quand on quitte son pays, qu'est-ce qui change vraiment? Le monde autour de nous ou nous-mêmes? Bonjour et bienvenue sur Trajectoire migratoire. Je m'appelle Telly. Algassimou Diallo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être là et c'est un plaisir pour moi de parler de mon parcours migratoire. Parfait. Alors, pour démarrer cet entretien, je voudrais dire que moi, personnellement, j'ai la chance de te connaître et d'échanger régulièrement avec toi depuis un certain temps, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, je réponds au nom de Algassimou Diallo, plus connu sur les réseaux sociaux au nom de Algassimou Poredaka Diallo. Je suis donc un expert dans le domaine du développement local. Je travaille sur les questions de coopération internationale et d'aide publique au développement depuis une vingtaine d'années dans plusieurs pays. Je suis marié, père de 6 enfants et je suis actuellement installé aux États-Unis. Merci pour cette petite présentation. Je rappelle que voilà, on reviendra sur le parcours parce qu'il est long et comme je l'ai dit, j'ai la chance de te connaître. Je connais ton parcours un peu. Donc, si tu devais résumer ton parcours personnel ou professionnel en quelques mots, lesquels choisirais-tu? Tu me diras si je me trompe. Moi, je choisirais pour toi, entre autres, expatrié, sérieux, bosseur, engagé, ouvert, généreux, humble, et bien sûr, sans oublier aussi père, comme tu aimes souvent le dire, père XXL. Ça fait beaucoup, mais bon, je te laisse la parole répondre à la question. Merci beaucoup. Je pense que tu as déjà touché beaucoup de mots qui me caractérisent et beaucoup de choses qui caractérisent donc mon parcours jusque-là. Je rends grâce à Dieu et je commencerai toujours donc par caractériser mon parcours par la foi. Donc c'est la foi, c'est la famille, c'est les valeurs sociales, donc la justice sociale, c'est le professionnalisme
dans le domaine du développement. C'était une passion pour moi de travailler dans le domaine du développement. Ensuite, c'est tout ce qui concerne donc les aventures, les apprentissages, l'amitié, la fidélité à un continent qui est celui de l'Afrique et l'amour des voyages. Donc, voici entre autres ce que je dirais. Et je suis particulièrement aussi caractérisable par mon attachement social. J'aime beaucoup être en interaction avec des êtres humains et je suis quelqu'un qui est très ouvert par rapport donc à la découverte de ce que sont les autres et ce qu'ils font. Je salue toutes ces valeurs et on te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour non seulement la communauté, mais comme tu l'as dit, tu es à l'international, tu as travaillé dans plusieurs pays, on reviendra sur tout ça. Moi, je sais, comme je l'ai dit, je suis régulièrement en contact avec toi et tu es l'une des rares personnes qui répond à un message très rapidement, même si on sait qu'on a tous des obligations professionnelles. Mais à chaque fois que je t'écris, tu réponds. J'aime vraiment cette ouverture d'esprit que tu as, cette modestie et cette générosité. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'étranger? Parce qu'aujourd'hui, je rappelle, comme tu l'as dit, tu vis aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de partir vivre à l'étranger? Était-ce un rêve de longue date, une contrainte ou une opportunité qui s'est présentée? Alors, toutes ces trois raisons caractérisent en fait mon désir de partir à l'étranger. La première fois, ce qui m'avait motivé à partir à l'étranger, c'était l'envie d'aller vraiment augmenter mes compétences. Donc, j'étais conscient en fait que les diplômes que j'avais acquis au niveau de mon pays étaient certes importants, mais avec l'ambition que je nourrissais de travailler partout au niveau international, j'étais conscient qu'il fallait obligatoirement donc chercher à renforcer mes connaissances en essayant notamment d'acquérir donc des diplômes à l'étranger. Donc ça a été la première raison qui m'a poussé à aller à l'étranger. La deuxième raison qui m'a poussé à aller à l'étranger, c'était des raisons professionnelles. Je me suis dit en fait que le monde est un village planétaire et que en essayant de voyager, on apprend parce que je suis issu de la communauté Peul et dans cette communauté-là, on considère que l'intellectuel, c'est celui qui réunit un certain nombre donc de choses, au nombre desquelles il y a le fait donc d'avoir voyagé un peu partout, parce qu'on considère qu'à chaque voyage, il y a une opportunité d'apprentissage. Au-delà du voyage, c'est aussi le fait d'avoir étudié. Ça peut être donc les connaissances scientifiques, comme ça peut être celles relatives donc au Coran. Et la troisième et dernière dimension que les Peuls mettent dans le vocable intellectuel, c'est le fait d'avoir aussi acquis donc de l'âge et de l'expérience dans la vie. Donc la deuxième raison qui m'a poussé à voyager, c'est vraiment le fait d'aller découvrir le monde, travailler ailleurs et puis chercher cette légitimité qui ne soit pas uniquement basée sur le fait de me connaître ou de connaître mes parents, ou le fait de dire que je suis guinéen, je travaille en Guinée et donc naturellement je peux réussir. Donc j'ai cherché à aller ailleurs. Et la troisième et dernière raison qui m'a poussé à aller à l'étranger, c'est vraiment pour des raisons de famille. Quand on est père de famille, moi je suis père d'une famille taille XXL, et j'en suis très fier, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Parfois, on est donc dans l'obligation de renoncer parfois à ses propres ambitions pour celles de ses enfants. Donc, j'ai voyagé aussi pour des raisons de famille. Parfait. Alors, je vais peut-être, on va parler peut-être un peu de famille, mais brièvement, et comment ta famille ou je vais dire en fait ton entourage ont réagi à ton départ? Dans un premier temps, ce n'était pas gagné, mais en fait, la façon dont j'ai voyagé, d'abord, ça avait donné du plaisir aux parents parce que c'était plutôt quelque chose d'extrêmement important pour l'image de la famille. En fait, j'ai concouru au niveau sous-régional pour
pour une bourse. Donc, j'ai passé un concours pour être admis à l'université de Ouagadougou pour préparer une formation qui était là-bas à l'époque et qui réunissait un peu toute la sous-région. Et moi, j'ai donc compétit pour cette formation et par la grâce de Dieu, j'ai donc été admis. Et l'admission me donnait donc droit à une bourse et à une formation en alternance, c'est-à-dire qu'il fallait partir faire à Ouagadougou un mois de formation théorique, revenir faire 2 mois de pratique professionnelle sur le terrain, repartir à Ouaga encore, et ça pendant 2 ans. Donc, dans un premier temps, c'était difficile parce que mes parents n'étaient pas habitués à mon absence à long terme. J'étais marié, j'étais nouvellement marié, père d'un enfant. Ce n'était pas évident aussi pour mon épouse, même si mes missions professionnelles m'ont toujours amené à voyager, mais ce n'était pas pour rester pendant longtemps. Donc, c'était une fierté pour eux que je puisse obtenir cette bourse parce qu'en Guinée, on n'était que 2 à l'avoir obtenue. Mais c'était en même temps de la nostalgie et de l'inquiétude par rapport donc au fait que j'étais en train de partir à l'étranger pour la première fois. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Les parents ne se sont pas inquiétés. Et moi-même, j'ai jamais eu d'inquiétude. C'était plutôt une aventure extrêmement importante pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime naturellement découvrir. Et pour ce premier départ, on est en quelle année là, si tu te souviens? Oui, c'était en fait en 2008. 2008, là, je partais pour longtemps. Sinon, la première fois que je suis sorti de la Guinée, c'était en 2006 pour une mission au Maroc, une mission de formation de 10 jours. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va parler de ton parcours scolaire, universitaire et pourquoi pas associatif, hein. Et je commence par voilà, ton parcours d'études. Quel a été ton parcours d'études avant ton départ du pays? Commençons par le parcours scolaire. Ok, Où tu as fait ton parcours primaire et secondaire en Guinée? ok. C'est un parcours extrêmement atypique. En fait, je suis fils de fonctionnaire, c'est-à-dire mon papa était enseignant ordinaire de l'école primaire et ma maman était une ménagère. Et je suis né à Mali Mberen, donc en République de Guinée. Je suis né dans la sous-préfecture qu'on appelle Fougou, la commune donc de Fougou, et plus précisément dans le district de Samantan. A été admis pour la première fois à l'école primaire, donc dans une localité qu'on appelle Kerouane. Kerouane, c'est vraiment le poste frontalier entre la Guinée et le Sénégal. Et c'est dans la commune de Lebekeren. Donc, j'ai fait ma première année dans cette école. La deuxième année, je l'ai faite dans une autre école, dans une autre sous-préfecture, toujours de la préfecture du Mali, qu'on appelle donc Gaïa. Et entre-temps, mon papa a été affecté à Télémélé et je suis allé faire donc la 3e année, la 4e année, la 5e année, la 6e année à l'école primaire du centre à Télémélé, centre. Et après, j'ai fait le collège de Koli, toujours à Télémélé, le lycée Lewendo, toujours à Télémélé. Et après, j'ai obtenu le bac en sciences sociales en 1998. J'ai été orienté donc en sciences sociales continues à l'université de Kankan. Ok. Alors, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit tout à l'heure quand tu te présentais, tu disais que tu es connu sous le prénom, je vais dire, Algassimou Poridaka. Je vais revenir un peu sur Poridaka. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une sous-préfecture qui est dans la préfecture de Mamou, dans la région moyenne guinéenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Poridaka? Alors, pour la petite histoire d'abord, pourquoi j'ai rajouté Poridaka sur mon nom dans les réseaux sociaux? C'est parce qu'en fait, quand j'étais à l'université de Kankan, j'étais dans un parcours littéraire. En 3e année lettres, j'avais un professeur de nom de Mamadou Kouyaté, qu'on appelle communément Ambiance, qui nous enseignait la littérature africaine. Il avait remarqué donc que j'avais toujours de bonnes notes. Il aimait beaucoup m'interroger donc sur tout ce qui est littérature. Et il avait remarqué que je lisais beaucoup les livres et qu'il m'a demandé un jour
d'où est-ce que je venais. Je lui ai dit que je venais de Télémélé, mais mes parents étaient donc de Mamou et de Poredaka précisément. Il a sursauté pour me dire, ah, je comprends pourquoi tu as vraiment un excellent background au plan littéraire. Tu as de la passion pour les livres et tu aimes beaucoup lire. Tu connais pratiquement beaucoup de livres de la littérature africaine. Est-ce que tu lis Tcherno Nembo? Je dis oui, je le lis. Et à l'époque, j'avais déjà lu tous les livres de Tcherno. Et donc, il m'a dit, ah, donc, c'est toi le futur remplaçant de Tcherno. J'ai dit non, j'ai dit ça aurait été un honneur, mais je ne pense pas que j'ai ce bagage pour pouvoir le remplacer. Mais c'est une fierté d'appartenir avec lui, donc la même localité. Et j'étais donc heureux de toujours dire que je viens de Poredaka, entre autres à cause de lui, mais aussi de Dialoteli et de mes parents. Donc il m'a dit, OK, moi à partir d'aujourd'hui, en souvenir de Tcherno Nembo, je vais t'appeler Algassimo Poredaka. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc le nom est venu de là et pratiquement donc en 3e et 4e année, mes amis de la même promotion m'appelaient Poredaka. Et pour revenir maintenant à mon attachement à Poredaka, effectivement, mes 2 parents sont originaires de Poredaka. Ils sont tous venus de là et moi, je suis né donc ailleurs. Mais pendant les vacances scolaires et notamment quand j'étais donc à l'école primaire et au collège, ma maman qui tenait beaucoup au village et qui avait sa maman là-bas parce que mon papa, lui, il avait perdu ses 2 parents, aimait donc partir là-bas et elle aimait partir avec moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager là-bas. Et finalement, je voyageais sans ma maman parce que j'avais pris du goût à aller régulièrement au village parce que j'avais des amis là-bas, mais aussi et surtout j'aimais en fait la façon de vivre au niveau du village. Voilà, donc c'est ça mon attachement à Port-Daka. Et plus tard, donc, j'ai appartenu à des associations de fils et filles originaires de Port-Daka, partout où je suis passé, que ça soit en Guinée là-bas, que ça soit donc en France, mais ici aux États-Unis. Je suis membre et même membre du bureau exécutif de l'association des ressortissants de Port-Daka vivant aux États-Unis. Parfait. Merci à ce professeur qui a pris voilà, cette habitude de t'appeler Algassimou Poredaka parce que ça a permis à travers ce que tu fais sur les réseaux sociaux ou dans la vie pratique de faire parler de Poredaka. Et tu as parlé de Tierno Nembo, de Dialoteli, qui sont tous en fait de cette région, de cette sous-préfecture. Et moi qui vous parle aussi, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis de Poredaka. Voilà, tout épisode, il est 100% Poredaka. Et on salue tous les ressortissants qui viennent de Mamou et de Poredaka. Tu nous as parlé de ton parcours primaire et secondaire. Tu disais qu'au lycée, tu as fait sciences sociales et après, tu as eu le bac, tu es allé à l'université. Juste avant de parler de ton parcours à l'université, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi l'option sciences sociales, comme on aime le dire chez nous? Ok, je reviendrai un tout petit peu donc sur l'orientation post-BEPC. En fait, quand j'ai eu le brevet donc d'études primaires en 95, je suis allé en vacances. Et après les vacances, je suis rentré une semaine après l'ouverture. Et donc, le jour où moi je suis donc parti au lycée, ce jour-là, ils ont demandé à l'occasion de la montée des couleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui, notamment pour les classes de 11e. Donc, je me suis naturellement présenté et le censeur m'a demandé donc d'aller le rejoindre à la direction du lycée. Et je suis allé là-bas et il m'a demandé, OK, toi, tu veux faire quelle option? Je lui ai dit, c'est comme si je tâtonnais en fait. Je ne savais pas avec précision qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est dû au fait que je suis le premier fils chez mes parents. Donc, je n'ai pas eu de grands frères ou de grandes sœurs à imiter. Et je ne connaissais pratiquement pas ce qu'il y avait comme offre de formation au lycée.
Donc, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai hésité entre-temps et lui-même, il a donc eu un petit empêchement. Je crois que c'est un autre élève qui était rentré. Et j'ai profité pour sortir. Donc, quand je suis sorti, j'ai aperçu un de mes amis avec lequel j'ai fréquenté la 10e année. Et je lui ai demandé, j'ai dit, dis-moi, s'il te plaît, toi, tu fais quelle option? Il m'a dit que je suis en sciences sociales. Je lui ai dit, ah d'accord. Donc, je suis revenu vers le censeur. Il m'a demandé quelle option tu veux dire. Dis-moi rapidement et puis tu pars en classe. Je lui ai dit que je vais faire sciences sociales. Il m'a dit, OK. Donc, il a noté mon nom en sciences sociales et je suis parti. Et quand je suis allé en sciences sociales, on a fait la première composition semestrielle. J'ai oublié si c'était semestriel ou trimestriel à l'époque. C'était en tout cas en 96. Et j'ai été classé deuxième de la classe. Et mes meilleures notes en mathématiques, en physique et en chimie. Et donc, un de mes enseignants qui enseignait, donc, qui était des spécialités au niveau des sciences expérimentales et sciences mathématiques, m'a demandé, mais qu'est-ce que toi tu fais en sciences sociales ici? Tu es mieux indiqué pour aller là-bas. Je lui ai dit, j'ai choisi de venir ici parce que c'est là où il y avait certains de mes amis. Il a dit, OK, mais tu aurais mieux fait de partir là-bas. Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'université? À l'époque, ce que je voulais faire à l'université, c'était du journalisme. Donc, je lui ai dit, je voulais faire du journalisme parce que j'étais passionné par les journalistes des RFI et de la BBC. Il m'a dit, OK, dans ce cas, tu restes ici alors. Donc, je suis resté comme ça. Et quand j'ai eu le bac 2, on est allé faire le concours parce qu'à l'époque, il y avait donc le bac 1, le bac 2 et le concours d'accès aux institutions d'enseignement supérieur. Et on nous a remis des fiches. Je crois qu'on nous les avait remises durant le bac. Il fallait cocher donc les options que tu souhaiterais faire à l'université. Et à l'époque, donc, j'avais coché et je n'étais pas très concentré lorsque je cochais. Et la première option que j'ai cochée, c'est sciences sociales continues, Cancan. Donc, je suis allé faire le concours et 2 mois après, les résultats ont été proclamés et moi, j'étais orienté donc à l'université de Cancan, 18e de cette filière au niveau de la République. Et naturellement, c'est comme ça que je suis allé. Donc, j'ai fait 2 ans de sciences sociales continues à l'université de Cancan. J'ai passé ce qu'ils appelaient à l'époque le DUG, diplôme d'études universitaires générales. Après, je me suis orienté donc à lettres modernes. Une petite anecdote, quand j'ai commencé à faire les lettres, je suis revenu un jour à Télémélé en vacances et ma maman m'a demandé, Gassimou, qu'est-ce que tu es en train de faire comme étude à l'université? Je lui ai dit que je suis en train de faire des lettres. Elle sait que tout le voisinage, tout le quartier où on habitait, toutes les personnes âgées qui étaient dans ce quartier-là venaient vers moi pour lire leurs lettres ou bien pour écrire leurs lettres. Donc, dès que j'ai dit ça, c'est comme si elle a éclaté en sanglots. En tout cas, elle n'était pas très contente. Elle m'a dit, attends, toi, tu rédiges des lettres pour les gens depuis que tu faisais la 7e année. Et tu pars à l'université, tu ne trouves pas mieux que d'aller faire ce que tu connais déjà. Et elle rêvait en fait pour que je fasse médecine. Mais je n'ai jamais aimé la médecine parce que j'avais une phobie pour le sang. Donc, c'est comme ça que mes parents ont appris que je faisais lettres et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces options-là. Et vers la fin de mes études, je me suis rendu compte que, en fait, c'était plutôt peut-être des choix qui n'étaient pas objectifs et des choix de facilité parce que c'est comme si, en fait, durant mon parcours universitaire, j'étais parti plutôt vers des options où je me sentais beaucoup plus à l'aise en termes d'études. Les parents ont cultivé ça en nous. On est toujours poussé vers la volonté d'être le premier de la classe. Ma maman n'acceptait jamais au-delà de la 3e position de la classe. Elle considérait que tu as échoué en fait. Ok. Ouais, c'est intéressant de t'entendre ou de t'écouter sur tout ça. Avant de parler un peu de l'université, je vais peut-être aussi parler un peu de mon histoire sur cette question en fait d'orientation parce que c'est vraiment pas évident en connaissant la Guinée.
J'ai également suivi des études en sciences sociales. Et j'ai fait le lycée en sciences sociales. Mais je pense que j'étais beaucoup mieux dans tout ce qui est matière exacte comme on aime le dire en Guinée, des matières voilà, scientifiques, quoi, comme Mhm. maths, et physique, et comme tu l'as dit. Et après avoir obtenu le bac, à l'époque, comme tu le sais, c'était le bac 1 et le bac 2, parce que moi aussi, voilà, j'ai fait le bac 1, j'ai fait le bac 2. OK. Je suis allé à l'université avec l'intention de me spécialiser en sciences économiques. Quand je suis arrivé à l'université, je suis allé au département voilà, sciences économiques. J'ai rencontré le chef de département. Il a pris mon dossier, il a regardé. Je lui ai dit que je suis là pour m'inscrire voilà, en sciences économiques. Mais il m'a dit, Mhm. bah, tu as un profil social et ce serait mieux que tu fasses quelque chose qui est en lien avec les sciences sociales. Donc, on a pris, je sais pas combien de temps dans son bureau. Voilà, j'étais jeune, j'avais pas de recul. Et puis après, il m'a dit, ce serait mieux d'aller voir l'autre département. Il y avait le département droit à côté. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé à étudier le droit. Et aujourd'hui, je suis juriste. Je ne regrette pas, mais je pense que, comme tu l'as dit, ce qu'on n'a pas beaucoup de recul et il y a pas de suivi orientation. Et c'est compliqué, comme tu le dis, en fait, quand tu es le premier dans la famille à être confronté à ça. Tu te retrouves en face des professionnels ou des professeurs qui n'ont pas le temps de t'écouter. Et puisqu'ils voilà, ils ne sont pas là pour t'orienter, ils sont là juste pour voilà, signer un formulaire. Au lycée, normalement, il y a ceux-là qu'on appelle les conseillers à l'orientation. Sauf que les conseillers à l'orientation sont logés au lycée, alors qu'ils auraient dû être en fin de cycle du collège, pour que à partir de la neuvième, de la 10e année, on commence donc à donner ce counseling-là aux enfants de manière à ce qu'ils puissent savoir déjà qu'est-ce qu'il y a au lycée comme option, quels sont les avantages et les inconvénients, ou bien qu'est-ce que tu pourrais, en faisant cette option-là, avoir comme débouché. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Voilà. Merci d'avoir partagé ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours à l'université? C'était comment à l'université? Ok, j'ai obtenu le bac en juin 1980. Le concours, nous l'avons passé donc pour nous qui venions de Télémélé à l'époque. En fait, il fallait partir au chef-lieu de la région administrative. Donc, c'était Kindia. On est venu passer le concours à Kindia. C'était donc en septembre 80. Donc, on a été orienté. Les résultats ont été proclamés en décembre 1998. À l'époque, c'était encore à la radio. Et on a reçu donc la convocation pour rejoindre l'université en début février 1999. Chez moi, déjà, quand on a eu le concours, à l'époque à Télémélé, on était vraiment, je crois, au maximum, on était 25 à avoir eu le concours à l'époque, sur une centaine d'étudiants qui avaient eu le bac 2. Et en sciences sociales, il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'était passé à Télémélé cette année-là, c'est-à-dire notre classement au premier trimestre ou au premier semestre de l'année en sciences sociales, terminale sciences sociales, il n'y avait qu'une seule classe de terminale sciences sociales, on était une trentaine. Le classement des 5 premiers de la classe au premier trimestre ou au premier semestre, c'était le même classement au niveau du bac blanc, parce qu'il y avait un bac blanc. Dans la proclamation des résultats du bac réel à la radio, donc en juin 1998, ce sont ces 5 premiers aussi de cette classe-là qui avaient été, donc, en suivant le rang exactement, c'était les 5 qui avaient été les premiers à être admis en sciences sociales à Télémélé. Et quand on est allé faire le concours, donc malheureusement, sur toute la classe des sciences sociales, sur la trentaine, on n'était que 7 ou 9 à avoir eu donc, le bac. Et sur les 9 là, j'étais le seul à avoir été donc envoyé à Cancan. Je me rappelle, il y avait un autre ami, lui, il avait été envoyé donc à Farana. On était les deux à être partis donc à Cancan et à Farana. Les autres étaient partis donc, entre Conakry et Kindia, à l'université de Kindia à l'époque, parce que l'économie et le droit
Il commençait par Kindia. Et quand j'ai eu le concours, c'était à la fois une joie et une grosse tristesse dans ma famille. C'était la joie parce qu'ils estimaient en fait que voilà, la tradition a été respectée chez nous. Il fallait toujours gagner et bien se classer. En plus de ça, 7 sur 30 seulement qui sont admis. Il n'y avait pas donc à jeter une pierre sur Dieu. Il fallait plutôt lui remercier donc pour le soutien et l'admission du premier enfant de la famille. Par contre, quand ça a été annoncé, tout de suite, c'était la joie dans la famille, tout le monde dansait, remerciait Allah et tout. Mais juste après quelques instants, quand les parents ont commencé à se rendre compte que les gens qui venaient nous dire félicitations nous disaient ah oui, nous avons appris que votre fils a été admis au concours, mais ils rajoutaient un mais c'est à l'université de Cancan. Et donc Cancan était à l'époque perçu au niveau national et plus particulièrement donc au niveau de Telmele là-bas, comme en fait la zone la plus dangereuse du monde pour un étudiant qui quittait ses parents pour la première fois et qui devait aller là-bas. Parce que les souvenirs que les gens ont toujours évoqués de l'université de Cancan, c'est le fait qu'on n'y mangeait que des ignames, par exemple. Et les études étaient très compliquées. Et en plus de ça, c'est la savane, donc on s'est dit que le climat est trop rigoureux pour quelqu'un qui vient de la zone d'où je venais. Et donc, la joie a très vite laissé la place à la tristesse et à l'inquiétude. Et moi, j'étais là un peu triste parce que les meilleurs amis que j'avais à l'époque n'avaient pas eu le concours. Comme la rentrée n'était pas aussitôt, on a oublié. Et en février, maintenant, quand la convocation est venue et qu'il fallait que je parte, ma maman ne voulait pas que je parte. Elle voulait que j'abandonne les études ou bien que mon papa trouve des voies et moyens pour m'envoyer à Conakry. Et finalement, j'étais celui qui plaidait pour qu'on me laisse partir et je vais aller affronter la vie. Et j'avais 18-19 ans à l'époque. Ma maman considérait que j'étais toujours trop petit pour pouvoir aller. Et une anecdote, en fait, quand on a finalement décidé de partir, même l'argent que mes parents me donnaient pour mon argent de poste et mes frais d'inscription et autres, elle a pris ça, ma maman, pour donner ça à une autre personne qui était admise au même titre que moi, mais qui était un peu plus âgée que moi pour me dire, OK, elle est venue le voir, elle a dit, voilà, Sanoussi, mon enfant est en train de partir avec toi, tu le regardes bien, tu sens que même le lait n'a pas encore quitté ses lèvres, donc s'il te plaît, voici son argent, voici sa main. Quand vous irez là-bas, considère-le comme étant ton petit frère. Voilà, donc c'est dans ces conditions-là que nous sommes partis. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était très compliqué de pouvoir joindre les parents. On est allé, effectivement, il y avait énormément de choses qui étaient du côté de l'adversité. Le climat, il était extrêmement chaud. On est parti à la mauvaise période. C'était donc un début de saison de chaleur. Ensuite, les études, effectivement, étaient très, très compliquées parce que les enseignants ont voulu rattraper donc du mois de septembre au mois de février. Justement, je voulais revenir sur cette question en fait de début de cours. Et les examens ont lieu normalement en été occidental, mais en période pluviale chez nous, vers, je crois, juin-juillet. Et là, si je comprends bien, tu me dis que après les orientations, vous êtes allé en février pour commencer, pour débuter les cours, c'est ça? À l'époque, voilà, pour les plus jeunes, en fait, qui ne connaissent pas, comme on a parlé de bac 1, bac 2, bac concours. Donc, pour les plus jeunes, sachez que vous avez de la chance d'avoir le bac unique. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ça se fait qu'on fasse les examens en été et après on commence les cours au mois de février? Oui, c'était quelque chose de spécifique à la Guinée à l'époque, mais je pense que c'était lié à des soucis logistiques, mais aussi des soucis financiers au niveau donc de la programmation de la rentrée universitaire. Les universités, comme tu le sais, elles bénéficient des subventions de la part de l'État. Et
ces subventions-là, elles les reçoivent tardivement. Au-delà de ça, quand il s'agit d'accueillir des étudiants qui viennent pour la première fois, il faut une certaine organisation. Donc, il se disait donc de continuer avec le cycle normal, mais pour ce qui concerne la rentrée, étant donné déjà que le bac a été organisé en juin, le concours a été organisé en septembre, il fallait donc laisser quelque temps pour que les universités reprennent carrément le fonctionnement et préparent la rentrée des nouveaux étudiants. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Et pour les gens de l'université de Farana, par exemple, ils perdaient pratiquement une année parce que si les résultats étaient programmés, donc, la proclamation a été faite au mois de décembre. Eux, parfois, s'ils ne rentraient pas automatiquement parce que la rentrée était un peu différente, ils rentraient seulement au mois de juin à venir parce qu'ils n'avaient pas le même cycle à cause des types d'études qu'ils faisaient là-bas. C'était des études qui étaient beaucoup plus liées à la saison hivernale parce qu'ils faisaient de la production. Merci d'avoir partagé ton parcours universitaire. Y a-t-il eu des personnes, des professeurs ou même des expériences qui t'ont particulièrement marqué ou inspiré pendant ce parcours? Oui, c'est surtout des expériences relatives à la vie. Comme je te le dis, je quittais pour la première fois mes parents. Je me retrouvais donc dans une situation où on était totalement nouveau, avec un statut nouveau d'étudiant, et on s'est retrouvé dans un milieu totalement nouveau. Et tu n'avais en fait que la conscience et peut-être les valeurs que les parents t'ont inculquées pour pouvoir résister. Donc, on est allé dans un endroit qui était très, très, très difficile à supporter du point de vue climatique, mais le plus difficile, c'était surtout donc la rigueur académique qu'il y avait au niveau de l'université de Cancan. Nous, par exemple, on a été une promotion cobaye. On est arrivé à l'université de Cancan et c'était la première fois que l'université instaurait le système qu'ils appelaient des sessions. Le système à Conakry ou dans les autres universités, c'est que si tu ratais 2 matières, au-delà des 2 matières, tu pouvais les reprendre. À l'université de Cancan, je crois qu'ils ont compris ça d'une autre façon. Même si tu avais 20 matières, ce qui était le cas pour nous en première année, on avait 18 matières. Si tu rates seulement à la composition et au-delà des 2 matières, tu as échoué toute l'année. Donc, tu reprends la première année. Et on avait beaucoup d'amis qui avaient été malheureusement victimes de ça. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais échoué là-bas. J'ai pu m'adapter, mais c'était ça déjà, cette rigueur académique qui existait à l'université de Cancan, c'était vraiment quelque chose de particulier et qui nous marque durant toute notre existence. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est vraiment la solidarité qu'il y avait entre étudiants. Contrairement à l'université de Conakry, à l'université de Cancan, tout le monde se connaît. On était environ 1000 ou 2000 et quelques étudiants, mais à l'époque, il y avait la possibilité de vivre à l'intérieur du campus et vous êtes presque tous venus d'ailleurs. Et c'est la solidarité qui faisait que les gens ne démissionnaient pas ou que les gens ne craquaient pas. Donc, il y avait cette solidarité entre étudiants et ça a été vraiment quelque chose de très spécial et je pense que ça forge à vie. Oui, absolument. On salue toutes ces universités et toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour voilà, améliorer le système éducatif en Guinée. Alors, est-ce que tu étais déjà impliqué dans des associations, des projets ou des activités sociales avant de partir du pays? Et d'ailleurs, que tu as fait de la politique? Je vais dire, est-ce que tu as milité dans un parti politique, sachant que voilà, tout peut être assimilé à faire de la politique quand on est très suivi ou quand on intervient dans le débat public, comme tu le fais souvent. Est-ce que tu as été indexé de militer pour tel ou tel mouvement politique? Je peux même aller plus loin en te demandant si tu as, d'une manière ou d'une autre, fait l'objet d'injustice ou de persécution à raison de tes interventions ou prises de position en Guinée. D'abord, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent en fait que je sois quelqu'un qui est très mature dans le domaine donc associatif.
Aujourd'hui, je vais dire donc que ce qui fait ça, c'est le fait que nous avons eu la chance d'être encadrés très tôt vers le militantisme associatif, donc l'implication civique. Et à Telmele, nous avons eu la chance de bénéficier de l'existence d'un projet à l'époque qui n'existait qu'à Telmele et à Fria. Et plus tard, ça a couvert toute la Basse-Côte. Ça s'appelle Aide et Action, une ONG française. Et dans ses interventions dans le domaine de l'éducation, elle a fait donc de la formation des clubs littéraires au niveau de certaines préfectures où elle intervenait, un de ses objectifs. Et donc, nous, à Tilmele, on a eu la chance d'avoir été les premiers à peu près à appartenir donc à un club littéraire qu'on appelait à l'époque le club littéraire Gibril Tamsir Nian. C'est à travers, en militant à l'intérieur de ce club-là et en occupant des postes de responsabilité au sein de ce club-là, notamment un poste de responsable de formation, non, excuse-moi, de l'information, et plus tard un poste de responsable d'organisation, que j'ai appris, par exemple, à passer de l'information devant des milliers de personnes sans stresser. C'est là où j'ai appris donc à être un militant, à s'engager pour des causes nobles. Et c'est là que j'ai appris l'esprit d'équipe aussi, le travail en collectif et à supporter des causes justes. Donc, je suis allé à l'université de Cancan déjà avec des bases solides en matière associative. Et à l'université de Cancan, la seule activité récréative qui existait et qui permettait aux gens de soutenir donc les conditions dans lesquelles ils vivaient, c'est cette solidarité qui existait donc entre étudiants et à travers donc les associations, par exemple, des ressortissants. Donc, à l'époque, à l'université de Cancan, moi, j'ai été membre de l'association des élèves et étudiants de Telmele, membre de l'association des élèves et étudiants de Mali, parce que j'ai valorisé le fait d'être né à Mali. Et j'ai été aussi membre de l'association des élèves et étudiants de Mamou, qui est ma préfecture d'origine. Et dans ces différentes, à l'exception de l'association de Mali, j'ai occupé des postes de responsabilité. J'ai même été président de l'association des élèves et étudiants de Mamou. Et la question concernant le militantisme politique, non, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Jamais. Mais j'ai toujours été un militant des valeurs sociales, de la justice et surtout donc des causes nobles. Je n'aime pas du tout voir l'injustice, ce qui m'a amené, par exemple, quand je vivais donc en Guinée, d'appartenir donc parfois à des plateformes revendicatives. J'ai été, par exemple, entre 2017 et 2018, membre fondateur des Forces sociales de Guinée, jusqu'à être donc à un moment donné porte-parole. J'ai été aussi membre fondateur du FNDC. Malheureusement, en Guinée, il y a une manipulation en fait qui consiste à faire croire que lorsqu'on répond d'une certaine communauté, on supporte forcément des leaders politiques de cette communauté-là. Donc pendant longtemps, en République de Guinée là-bas, durant donc ce militantisme assez actif, on a essayé de retrouver des liens qui existeraient entre moi et un des partis politiques majoritaires du pays, et qui est dirigé par quelqu'un qui porte le même nom que moi. À un moment donné, il y a même des agents de services secrets de la présidence de la République et du gouvernement guinéen qui cherchaient en fait à avoir des renseignements sur moi, qui cherchait juste une trace de photo que j'ai prise avec, par exemple, un de ces leaders de l'opposition. Et je recevais ces informations-là par l'intermédiaire de certains ministres qui avaient beaucoup d'estime pour moi, ou bien de certains députés. C'est l'occasion de les remercier. Je ne peux pas citer leur nom, mais ils m'ont sauvé la vie. Et ils ont sauvé les vies de ma famille aussi. Parce que, en fait, on tenait coûte que coûte à ressortir des failles que j'ai eues dans mon parcours de jeune. Ils sont allés jusqu'à, par exemple, interroger des archives à Cancan, à Télimélé, pour savoir si, par exemple, il n'est pas arrivé à un moment donné que je sois convoqué, par exemple, dans un commissariat. Heureusement que partout où ils ont enquêté sur moi, ils n'ont jamais réussi à trouver quelque chose qui pouvait m'incriminer. Et donc, malheureusement, à cause de mon engagement social
à un moment donné, j'étais contraint, mon employeur m'a contraint à quitter la Guinée parce qu'il y avait des menaces d'arrestation qui se pesaient sur moi, juste parce que j'étais quelqu'un de très engagé. Et donc, on pensait que j'étais manipulé par un acteur politique et un lobby communautaire, ce qui n'a jamais été le cas et ce qu'ils n'ont jamais réussi à prouver. J'ai été à un moment donné interdit de séjour aussi en Guinée pendant 2 à 3 ans. J'en ai souffert parce qu'à un moment donné, mon passeport est expiré. Je ne pouvais pas aller en Guinée pour le renouveler parce que un ministre particulièrement m'avait appelé pour me dire si jamais tu te hasardes à venir en Guinée, sache que tu ne repartiras pas libre. On va t'arrêter, t'emprisonner. Parce qu'on en a parlé à des réunions stratégiques et j'ai entendu dire donc que tu risquais d'être arrêté. Et un ministre à l'époque de la sécurité allait jusqu'à dire que pour le cas de Al-Gassimou, on ne s'empresse même pas. On sait qu'il est expatrié dans un pays voisin et que son contrat ne sera pas renouvelé si son passeport n'est pas à jour. Donc, son passeport expire à telle période. Il viendra obligatoirement renouveler son passeport parce que c'est la seule nationalité dont il a. Voilà. J'en ai souffert, mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été arrêté. Ma famille s'est inquiétée à un moment donné. Il m'est arrivé parfois de ne pas dormir chez moi pour des raisons de sécurité. Mais finalement, disons que tout s'est bien passé. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup pour cet engagement, pour tout ce que tu continues de faire, hein, tu l'as dit. Et je pense que beaucoup ne connaissent pas cette histoire, ne connaissent pas ton parcours aussi. Et ils voient juste voilà, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce qui se raconte à gauche et à droite. Et merci d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Comme tu l'as dit et comme je le disais aussi, hein, quand on s'engage dans le débat public, on est souvent assimilé à faire de la politique ou à militer pour tel ou tel mouvement politique et c'est dommage en fait qu'on n'ait pas cette liberté d'expression qui nous permette en tout cas de nous battre pour voilà des causes nobles comme tu l'as dit et merci aussi pour ton engagement associatif, c'est très très noble et comme je l'ai mentionné aussi lors du dernier épisode. Moi aussi, je suis engagé dans l'associatif et dans le développement communautaire depuis le lycée. Et ce parcours qui est souvent sous-estimé, le parcours associatif, je pense que beaucoup sous-estiment les compétences qu'on peut acquérir en faisant de l'associatif. En tout cas, moi, ce parcours m'a permis de développer de nombreuses compétences qui aujourd'hui continuent à m'aider dans ma vie professionnelle ou dans mes interactions sociales ou professionnelles. Et donc, je vous tenais à revenir sur ça. Et on va parler de ton expérience professionnelle. Après avoir parlé de ton parcours scolaire et universitaire, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel avant et après, bien entendu, ton départ du pays, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait en Guinée et puis, comme tu l'as dit, hein, tu as travaillé à l'international. Je connais un peu ton CV, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ton parcours, est-ce que tu peux revenir sur voilà, ton parcours en Guinée et celui à l'international? Oui, tout à fait. Je voudrais commencer par dire, comme tu l'as dit, que le parcours associatif est vraiment un socle très solide pour le parcours professionnel. Quand vous réussissez à vous engager, à militer pour des causes nobles, à faire du volontariat, à faire donc des actions communautaires, vous apprenez et vous solidifiez donc une certaine base qui vous sera très utile dans le domaine de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel, il a commencé donc en 2002. J'ai fini l'université de Cancan en juin 2002. Le parcours professionnel a automatiquement commencé donc quelques mois après par l'implication dans des enquêtes. J'ai par exemple réalisé quelques enquêtes pour un cabinet très reconnu en Guinée qu'on appelle StatView International. Donc j'ai réalisé des enquêtes pour eux et ça forme toujours parce que vous êtes toujours au contact des personnes et vous apprenez donc en les interrogeant.
Quelques mois plus tard, donc en 2003, j'ai eu l'opportunité donc de faire un stage au sein d'une ONG qu'on appelle la Fraternelle de Développement, qui était à Conakry et qui était née d'un projet donc d'aide et action. Et j'ai été pris en qualité de stagiaire et 3 mois après, donc j'ai été donc carrément retenu comme employé de l'ONG en qualité donc de responsable de l'animation et du développement. Cette ONG, le travail que j'ai fait là-bas m'a permis, à cause entre autres de la rigueur de mon patron à l'époque, de vraiment chercher à m'améliorer beaucoup parce que, comme vous le savez, je venais d'une formation littéraire qui me destinait normalement à être professeur de français ou bien à être peut-être journaliste ou en tout cas quelqu'un du volet culturel. Mais je suis allé par passion donc au niveau des ONG et cette ONG, à travers la rigueur, entre autres, de son patron, je vais le citer carrément, Sékou Doumbouya, qui a énormément contribué donc à asseoir une certaine objectivité et à de la rigueur professionnelle en moi. C'est l'occasion de lui rendre hommage pour ce travail et cet encadrement à l'époque. Et de travailler au sein de cette ONG-là. Et l'avantage, c'est que j'étais l'un des rares techniciens de l'ONG à l'époque. Les autres étaient beaucoup plus dans des volets que personnellement je ne connaissais pas, celui de la construction par exemple. Et j'étais le seul qui était dans le volet animation, mobilisation sociale, avec des agents de terrain parfois plus expérimentés que moi. Mais donc, le parcours que j'ai eu au sein de cette ONG pendant 4 ans m'a mis au contact de plusieurs partenaires, donc de plusieurs projets et de plusieurs procédures. Et ça m'a permis aussi de voyager, de mieux connaître la Guinée dans ses recoins, parce qu'on intervenait en Haute-Guinée. Il n'y a pratiquement pas une sous-préfecture en Haute-Guinée où je n'ai pas passé au moins une nuit. Je connais mieux la Haute-Guinée que la Moyenne-Guinée, par exemple. Donc, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, c'était des régions couvertes donc par cette ONG. J'ai travaillé là pendant 4 ans et demi dans le domaine de l'éducation formelle, dans le domaine de l'éducation non formelle, dans le domaine de la protection de l'enfant et dans le domaine donc de l'accompagnement des activités génératrices de revenus aussi. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte donc que mon travail était devenu de la routine pour moi. Et j'ai cherché donc à aller vers une autre ONG qui s'appelait à l'époque aussi ACED, Association Sauvons les enfants déshérités. Et j'ai travaillé au sein de cette ONG pendant 2 ans avant d'avoir donc eu l'opportunité de m'expatrier. À ACED, j'étais donc responsable des programmes. À l'époque, on était beaucoup plus financé par l'USAID, par World Education, et on travaillait beaucoup dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la protection de l'enfant. Et moi, en qualité donc de responsable des programmes, j'avais beaucoup d'équipes sous ma responsabilité. Au contact forcément de plusieurs parties prenantes, vous apprenez toujours. Si vous savez vous mettre dans une posture d'apprenant et pas uniquement dans une posture donc de boss. J'ai choisi de partir à l'étranger donc parce que j'avais commencé ma formation au Burkina. Et je voyais donc l'importance pour le terrain dans lequel je travaillais, celui du développement communautaire, du développement local. Je voyais donc plus de facilité à mieux connaître les besoins, à mieux accompagner, à mieux avoir de l'expérience en allant travailler dans des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, qui, je m'excuse, sont un peu plus pauvres que la Guinée, et qui bénéficiaient donc de plus d'attention de la communauté internationale en termes d'aide publique au développement, avec une présence accrue des ONG nationales et internationales. Et donc, je me suis vu dans le challenge d'aller donc travailler dans ces pays et j'ai eu une opportunité. Donc, j'ai été coopté au sein d'une ONG malienne, la plus grande à l'époque. Je suis allé dans cette ONG en qualité de superviseur. Donc, vraiment, j'ai quitté un poste de responsable de programme pour répartir à 2 crans au-dessous vers un poste de superviseur. Mais le challenge était grand pour moi parce que c'était un nouveau pays, de nouvelles personnes. Personne ne pouvait me parler de légitimité
en se basant uniquement sur ma filiation ou bien sur mon appartenance au pays. Je suis allé là pendant 2 mois. J'ai été donc superviseur comme le voulait mon recrutement. Et au bout de 2 mois, c'est mon responsable de département, parce que en fait, c'était une ONG qui travaillait dans le domaine du développement durable, avec 3 piliers, développement donc économique et développement économique, un département développement social et un département gestion des ressources naturelles. Donc moi, je suis arrivé au sein du département développement social, qui était donc à l'époque dirigé par une femme sénégalaise qui avait fait ses études en Europe. Et je suis venu au moment où l'ONG était dans une crise institutionnelle, on se demandait qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc, j'ai été logé au sein de ce département. J'ai travaillé pendant 2 mois et c'est la dame en personne qui est allée voir le directeur de l'ONG pour dire « Je ne sais pas qu'est-ce que Al-Gassimou fait dans mon département. Il est plus balèze que moi, il a plus d'expérience que moi. Donc, si vous voulez profiter de Al-Gassimou et non pas uniquement lui payer, ce serait peut-être mieux de lui donner une fonction transversale parce que il a fait de tout. » Et la femme est allée dire ça, le directeur a décidé de m'observer encore en me confiant régulièrement certaines tâches. Et moi, par honnêteté, chaque fois qu'il me confiait une tâche, il ne passait pas par mon chef de département. Je venais demander à la dame, est-ce que le directeur vous a dit qu'il me confiait ça comme tâche? Elle disait oui, il m'a dit. Alors qu'il ne l'avait absolument rien dit. C'était une période d'évaluation sans me le dire en fait. Donc, j'ai continué à faire du support pour le directeur directement en aidant les départements et il y a eu un audit organisationnel qui a été commandité par un de nos partenaires, celui qui faisait à peu près 40% du budget de l'organisation. Et l'audit a recommandé qu'il y ait donc une équipe de support, c'est-à-dire entre la direction et les départements, qu'il y ait une équipe qui soit mise là, qui va travailler avec la direction par rapport à tous les aspects administratifs, mais qui va travailler avec les départements par rapport à tout ce qui est technique. Donc, et cette équipe d'audit qui était conduite par des Allemands est allée jusqu'à recommander que je sois donc au sein de cette équipe support-là, parce que en s'entretenant avec moi, ils se sont rendus compte que c'était l'une des rares personnes qui avait donc du regard critique et des connaissances sur tous les départements. Donc, j'ai été chargé de programme au sein de cette ONG malienne qui employait 5 nationalités différentes et qui avait à l'époque plus de 65 employés. Et je suis resté comme chargé de programme pendant 1 année. Le directeur m'a nommé comme directeur par intérim parce qu'il voulait partir faire des études supérieures au Canada. Et donc, j'ai combiné le poste de chargé de programme et le poste de directeur exécutif pendant 1 autre année avant d'avoir une bourse pour aller continuer mes études en France. Donc, le parcours se limite là parce qu'après, je suis allé pendant 2 ans en Europe étudier. Et quand je suis revenu, donc, j'ai continué mon travail d'abord en qualité de consultant pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai été recruté par la Fondation Terre des Hommes Lausanne, qui avait un programme avec la Columbia University des États-Unis, sur un programme qui commençait pour la première fois dans une zone francophone, qu'ils appelaient donc GAP, Groupe d'apprentissage des programmes. Et j'ai été donc recruté comme coordinateur de ce dispositif affecté au Burkina, où j'ai travaillé donc de juin 2013 à juin 2016. J'ai démissionné pour des raisons de famille parce que je venais de perdre mon papa au Burkina alors que j'avais déjà perdu ma maman quelques années plus tôt. Et étant l'aîné de la famille, j'ai décidé de revenir en Guinée pour encadrer donc la famille, mes jeunes sœurs notamment. Et quand j'ai décidé de venir en Guinée, j'ai eu un poste donc aux Nations Unies et plus précisément le PNUD, en qualité d'expert national chargé d'un programme sur les minéraux de développement. Donc, j'étais le coordinateur de ce programme et en charge d'accompagner la Direction nationale des mines. Et donc, j'ai décidé de démissionner, mais quand j'ai pris fonction au PNUD et je suis parti au Burkina dans l'optique donc de passer mes services et tout,
Mon employeur a refusé que je démissionne. Il a dit, personne ne connaît mieux ce programme que moi. Même en étant en Guinée, il souhaiterait que je continue à apporter des inputs. J'ai dit, OK. Donc, je suis reparti en Guinée. Pendant 7 mois, j'ai travaillé au PNUD et pendant les 7 mois-là, j'étais le référent technique et administratif du GAP au niveau du Burkina. Finalement, j'ai démissionné donc du PNUD aussi pour des raisons personnelles. Et j'ai commencé donc automatiquement à travailler pour un bureau d'études allemand qu'on appelle donc Health Focus de février 2017 à juin 2025. J'ai travaillé pour ce bureau d'études, d'abord en Guinée, avec un focus sur l'Afrique de l'Ouest. En Guinée, j'étais donc conseiller technique principal et assistant du directeur. Pour des raisons politiques dont je te parlais tantôt, Oui. on m'a poussé donc à aller à l'étranger. Et on m'a donc amené au Burkina où j'ai travaillé donc de août 2019 à juillet 2022. Après, pour des raisons de famille, j'ai délocalisé ma famille ici aux États-Unis et je suis venu dans l'optique uniquement d'installer ma famille. Et quand je suis venu, j'ai vu l'environnement n'était pas propice pour que ma femme reste seule avec ma famille taille XXL. J'en ai parlé à mon employeur sous forme de démission. Il m'a dit non. Il souhaite que je continue à travailler, que je travaille à distance. Lui, il sait que je peux gérer ça à distance. Donc, le programme est fini seulement en juin dernier et c'est là où j'ai cessé de travailler avec eux. Et aujourd'hui, donc, j'ai mis en place un business consulting dont je suis donc le directeur exécutif. Ça s'appelle Local Development Consulting. Et, tu as un parcours d'excellence, il faut le dire. Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et c'est vrai que voilà, quand on a parlé de ton parcours universitaire, on n'a pas parlé de tes études à l'étranger. Donc, je rappelle, comme tu l'as dit, tu as fait des études en Europe, notamment en France, où tu as obtenu des masters, ce qui t'a permis à la suite d'occuper d'autres postes, d'avoir d'autres compétences ou d'autres connaissances théoriques et pratiques. Et on salue tout ce parcours. Et as-tu rencontré des difficultés particulières dans ton parcours professionnel à l'étranger? Pour donner mon exemple, hein, moi, parce que je vis à l'étranger aussi, et, lors de ma première expérience à l'étranger, l'une des difficultés en tout cas que je peux noter, que j'ai rencontrée, a été la barrière de la langue. Et je travaillais dans un cabinet d'avocats où l'on parlait anglais et arabe. Et seul le propriétaire du cabinet parlait couramment le français. Donc c'était difficile, mais ce fut une expérience très riche et que j'ai beaucoup appris à apprécier. Et donc j'imagine quand on va dans un pays où on ne parle pas la langue, où on n'a pas les mêmes codes culturels ou les mêmes codes sociaux, je pense qu'on rencontre quand même des difficultés. Est-ce que toi, brièvement, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Sachant que voilà, tu as beaucoup travaillé dans la sous-région, et quand on parle de la sous-région ouest-africain, on a pratiquement les mêmes codes sociaux et culturels. Oui, j'ai rencontré des difficultés. C'est inhérent au parcours professionnel et au parcours de vie. Certes, ce ne sont pas des difficultés qui m'ont amené à baisser les bras, mais qui ont plutôt contribué donc à forger mon caractère. Une des difficultés majeures que j'ai rencontrées, donc, par exemple au Mali, comme je le disais, je suis tombé dans une grosse ONG. J'ai donc commencé à travailler et très vite, je me suis imposé et j'ai eu une certaine légitimité et une certaine confiance de la part de mes collègues qui m'a propulsé donc d'une position de superviseur vers une position de directeur exécutif par intérim où en réalité, le mode de fonctionnement n'était pas toujours basé sur des procédures, c'était parfois basé aussi sur les liens familiaux. Et moi, j'arrive, je suis étranger, les gens sont habitués à traiter avec le directeur ou bien avec certains personnels en tenant compte de leurs origines sociales et de toutes les connexions qu'ils avaient.
Et moi, je n'ai que les procédures, donc, en termes de connaissances et en termes de légitimité. Oui, j'ai eu des difficultés parce qu'à un moment donné, en fait, c'est comme si j'étais celui qui voulait déconstruire le social construit. Ceux qui avaient, par exemple, l'habitude de passer voir le boss et qui leur donnait de l'argent, ou bien parfois du personnel qui ne faisait pas objectivement leur travail et qui comptait sur le fait qu'ils étaient des cousins ou des relatifs, en tout cas des proches au directeur, moi j'ai sanctionné. Et j'ai eu donc des difficultés à un moment donné parce que j'ai été vu comme quelqu'un qui ne donne de la préoccupation qu'au travail et qui ne pense pas aux relations sociales. Mais ça, c'était l'inexpérience. D'abord la jeunesse, l'inexpérience des codes culturels et le fait donc de vouloir vraiment gagner un résultat. Je ne regrette absolument rien parce que ça a permis de me construire et aujourd'hui de me donner la possibilité de m'adapter un peu partout à travers le monde. Mais ça a été une difficulté. La deuxième chose, c'est que j'ai été confronté parfois à des problèmes identitaires aussi. Le Mali, la Guinée, les pays où j'ai duré, j'appartiens à une communauté qui existe dans ces pays-là aussi, avec un certain regard de la part d'autres communautés. Parfois, j'ai intervenu sur des programmes, par exemple, de régulation des relations entre agriculteurs et éleveurs. Naturellement, les éleveurs, c'est les Peuls, je suis Peul. Et dans la régulation, quand j'applique ce qui se doit, les Peuls considèrent que je suis un Peul, mais que je ne suis pas un Peul qui supporte les causes Peul. On est allé jusqu'à me dire que quand un Peul est un peu gros, il ne supporte jamais la cause juste. Ça, c'est les Peuls qui me l'ont dit. Voilà. Et quand je supporte aussi parfois le droit et que les Peuls se retrouvent dans une position où c'est eux qui ont raison, malheureusement, les autres disent que voilà, j'ai pris donc la partie ou j'ai pris parti pour mes parents. Ça a été parfois un handicap, mais c'est aussi un apprentissage de la vie. Et l'autre chose, c'est l'éloignement forcément de son pays. J'ai perdu ma maman pendant que je vivais au Mali. Je ne l'oublierai jamais parce que je n'ai même pas eu malheureusement l'opportunité de l'enterrer. Le temps pour moi de venir jusqu'en Guinée participer aux funérailles, il se trouvait déjà malheureusement qu'elle avait été enterrée. Par contre, mon papa aussi est décédé dans mes mains au Burkina Faso. Et imaginez-vous donc quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en deuil, c'est vous-même qui êtes donc le porteur de ce deuil-là, et que vous avez une grande famille de l'autre côté. Donc, cette gestion-là, ça n'a pas été facile. Et au-delà de tout ça, c'est un peu aussi la famille. Mes enfants aujourd'hui sont guinéens, naturellement, même si j'en ai qui sont nés au Mali, j'en ai qui sont nés au Burkina, j'en ai qui sont nés aux États-Unis. Je dis et j'impose le fait que, voilà, ils sont guinéens, mais ils n'ont pas malheureusement la même chance que j'ai eu de mieux connaître notre pays. Ça, je le dis avec beaucoup de regrets. J'aurais aimé, par exemple, qu'ils connaissent autant le pays que moi, parce que moi, je connais en Guinée 32 préfectures sur 33. Le fait que la famille ne soit pas très, très, très ancrée en Guinée est un regret pour moi, parce que je considère en tant que père de famille, il relevait de ma responsabilité de faire en sorte que mes enfants aiment et connaissent la Guinée autant que moi. Voilà. Donc, voici un peu les difficultés qu'on rencontre, mais comme je l'ai dit au départ, c'est des difficultés inhérentes à tout parcours et c'est des difficultés qui peuvent être capitalisées comme des opportunités d'apprentissage et qui contribuent à forger la personne. Aujourd'hui, tout ce que je fais dans ma vie, ces parcours-là ont une implication et m'orientent vers de meilleures décisions. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et je pense que beaucoup de membres de la diaspora se reconnaîtront dans tout ce que tu as partagé et on ne mesure pas le poids que supportent les membres de la diaspora ou les difficultés auxquelles on fait face quand on vit à l'étranger. Tu as parlé de tes parents qui sont décédés et je pense que c'est très difficile en fait de vivre ça quand on est à l'étranger. Avant de parler un peu d'intégration, je pense qu'on en a déjà parlé sur le volet professionnel. Et
si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite faire carrière à l'étranger, quel serait-il? Ok, c'est une excellente question. Quelqu'un qui souhaite aller à l'étranger, je l'encourage pour travailler parce que en fait, à un moment donné, on a besoin de quitter sa zone de confort. Et je considère que ton pays est toujours une zone de confort pour toi. Donc, si tu veux à un moment donné travailler sur des bases saines, c'est-à-dire objectives, où ta seule légitimité repose sur tes compétences techniques et tes capacités à pouvoir interagir avec les gens dans l'objectivité, il faut aller vraiment se mesurer à l'adversité à l'étranger. Sinon, il y aura toujours un manque dans ton parcours. Si tu connais au-delà de ton pays, c'est que tu as des capacités et des instruments qui te permettent d'asseoir une certaine objectivité en toi, une certaine rigueur, et tu as tendance à un moment donné de banaliser tout dans la vie, de ne pas prendre les choses trop en compte. Donc, ça, c'est un conseil que je donne à tout jeune qui souhaite vraiment aller à l'étranger. Maintenant, pour pouvoir y aller, il y a un certain nombre donc, de préparatifs à faire. Premièrement, il faudrait s'armer de compétences qui vont au-delà donc des seules compétences exigées dans ton pays. Il faut aujourd'hui essayer autant que possible d'être meilleur, pas bon, d'être meilleur. Parce que le monde est à la recherche de l'excellence, ce n'est plus à la recherche seulement des bons. Ça, c'est la première des choses. Et pour être meilleur, il faut donc avoir la curiosité scientifique, il faut chercher à se former, il faut apprendre peut-être plusieurs langues, notamment l'anglais. Tout ça, c'est des atouts qui te permettront donc de réussir la transition du niveau national vers le niveau international. Et l'autre chose, je dirais donc à ceux qui souhaitent aller travailler à l'étranger, prenez toujours conseil auprès de ceux qui ont vécu l'expérience. Parce que sinon, à un moment donné, vous risquez donc de vous retrouver dans une situation morale très compliquée. Donc, le fait de se référer à des gens qui ont vécu ça peut vous aider donc à déboulonner parfois certains obstacles de manière tout à fait saine, objective, mais indispensable. Donc, voici un peu les conseils que je peux donner à quelqu'un qui va aller. Le fait d'aller est toujours très important, mais seulement, il faut savoir que quand on part, le bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Exactement. Merci pour ces conseils. Et, ces conseils s'adressent à tout le monde, hein. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de migrants, à beaucoup de jeunes en fait qui prennent la route, la mer pour venir en Europe ou partir aux États-Unis. Et comme tu l'as dit, c'est important de passer un message en tout cas à ces jeunes pour leur dire que avant de penser à voyager, pensez d'abord à vous former. Formez-vous, armez-vous bien avant de penser à voyager, parce que voilà, si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas quelque chose à proposer dans le monde d'aujourd'hui, ça devient compliqué en tout cas de s'intégrer, de trouver sa place, ou, comme tu l'as dit, hein, en tout cas, ce conseil s'adresse à tout le monde. On a parlé de ta vie à l'étranger, hein, dans la sous-région africaine. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée dans le pays d'accueil aujourd'hui? Je rappelle que tu vis aujourd'hui aux États-Unis avec ta famille. Comment s'est passée ton arrivée dans le pays d'accueil? Est-ce que tu peux me parler un peu de ton arrivée là-bas? Disons en fait que avant de venir avec l'intention de s'installer au-delà de 6 mois ou 6 mois aux États-Unis en juillet 2022, j'étais déjà venu ici au minimum 8 fois. C'était un pays où je venais régulièrement pour passer des vacances ou bien pour venir pour des missions professionnelles. Donc, de 2013-22, j'étais déjà venu plusieurs fois et j'avais eu l'opportunité donc de séjourner même au-delà de 3 mois pour des raisons professionnelles ici. Donc, en revenant, la leçon que je tire, c'est que quand on décide d'aller s'installer dans un pays et quand on décide d'aller faire ses vacances ou bien d'aller en mission,
ce n'est jamais la même chose. Qu'on découvre en venant s'installer sont totalement différentes de celles qu'on a l'habitude de voir en venant juste pour des missions ponctuelles. Voilà. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis avec ma famille. Je suis chanceux parce que je suis là avec toute ma famille. Et mes parents ne vivent pas, mes parents directs ne vivent pas, sinon peut-être que je n'aurais pas réussi à rester tout ce temps-là. Ça fait 3 ans quand même que je suis là. Si mes parents vivaient pour rien au monde, je n'allais m'éloigner d'eux au-delà d'une année. J'ai aujourd'hui la chance de vivre ici avec ma femme, mes enfants et même certains de mes frères et de mes sœurs. L'expérience est plutôt positive pour moi en voyant le cas d'autres immigrés. Mais il y a une chose qui me manque terriblement, c'est ce que j'appelle le terrain. Je suis quelqu'un qui est profondément ancré dans une vie rythmée entre la ville et la campagne. Toute ma vie professionnelle est nourrie donc de ce parcours quotidien. Tantôt je suis dans les grandes villes, dans les grandes capitales, tantôt je suis dans les villages où il n'y a même pas 10 habitants. Le fait aujourd'hui de ne pas avoir l'opportunité de me retrouver dans des milieux locaux, dans des milieux communautaires, entre parenthèses, dans le vrai esprit communautaire africain, c'est quelque chose qui me manque terriblement parce que en tant qu'agent de terrain, j'apprenais beaucoup au contact donc des personnes qui vivent dans le village. Et naturellement, je suis donc un villageois aussi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à Mali, par exemple, je suis né là-bas. Et donc, les habitudes du milieu rural me font énormément défaut ici. Mais dans l'ensemble, mes enfants se portent très bien, mon épouse aussi. Et donc, j'essaye autant que possible de ne pas montrer à ceux-là qu'il y a cette nostalgie à moi et qu'il y a donc cette envie forcément de quitter là où eux, ils se sentent à l'aise. Voilà. Sinon, naturellement, mon milieu de vie, ce n'est pas l'Occident, c'est l'Afrique. C'est parfait. C'est admirable. Et je souligne que j'ai envie de dire que tu es un villageois universel. Après tout, tout ce que tu nous as partagé, ton parcours de vie en Guinée et à l'étranger, on peut se permettre de dire que tu es un villageois universel ou planétaire. Parce que le monde, comme on aime le dire, il est devenu très planétaire, très, très connecté, et un monde globalisé. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à t'intégrer aux États-Unis ou ailleurs, parce que tu as vécu ailleurs aussi, hein, mais on a parlé de ton parcours professionnel. Est-ce les études, le travail, les rencontres sociales ou les associations qui t'ont aidé à t'intégrer? Naturellement, donc, étant toujours orienté social, la première force ou la première chose qui m'a vraiment aidé à m'intégrer ici, c'est d'abord le volet social. Je n'ai pas donné du temps au temps pour dire que je vais rester d'abord jusqu'à m'intégrer parfaitement pour pouvoir commencer à être actif au plan communautaire. J'ai de la famille ici, et une grande famille d'ailleurs, qui viennent de la même localité que moi et avec lesquels je partage des liens de consanguinité. Donc, la première des choses que j'ai faites ici, c'est d'abord de m'intégrer à ce milieu-là, essayer même de le redynamiser. La seconde chose, c'est naturellement donc rechercher et intégrer les associations communautaires des Guinéens, des gens de Port et Dakar, où je suis membre du bureau exécutif depuis mon arrivée. Et je suis très impliqué dans certaines organisations africaines ici parce que, par exemple, tout ce qui tire vers l'Afrique de l'Ouest me concerne d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis impliqué dans ces milieux-là. Et le fait d'être en échange avec des gens qui ont passé 40 ans ici, 50 ans, ça te forge naturellement parce que certains d'entre eux sont gentils au point qu'ils partagent ce qui est positif et ce qui est négatif dans leur parcours. Et l'autre chose en termes d'intégration, c'est aussi donc la dimension religieuse. Je suis naturellement quelqu'un qui a comme premier critère d'habitation la proximité d'une mosquée. Partout où je pars,
Le premier critère, quand les gens cherchent une belle maison ou bien cherchent la sécurité, moi, je cherche la proximité d'une mosquée. Et ici aux États-Unis, avoir donc une communauté religieuse est toujours très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce milieu-là. Donc, j'ai déménagé d'ailleurs d'une ville où j'étais descendu à cause de mon jeune frère pour venir dans une autre ville à cause de l'existence d'une importante communauté religieuse très dynamique. Donc, les dimensions religieuses m'ont beaucoup aidé. Et l'autre chose, c'est la langue. C'est vrai que je ne suis pas encore parfait bilingue anglais-français, mais le fait que je pouvais déjà me débrouiller dans une conversation courante en anglais, ça a été vraiment un avantage pour moi parce que malheureusement aux États-Unis, il n'y a que 2 langues qui sont officialisées. Et si vous n'êtes pas à New York, ça veut dire que vous avez toutes les chances de ne pas pouvoir communiquer en dehors de votre propre maison si vous ne parlez pas l'anglais ou l'espagnol. Donc, le fait de parler l'anglais était déjà un atout pour moi. Maintenant, au-delà de tout ça, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est le fait que je suis très connecté sur les réseaux sociaux et tous les jours que Dieu fait, moi j'ai au minimum 2 à 3 réunions parce que la vie que je mène depuis 20 ans, c'est celle qui alterne entre gestion de ma famille et gestion des autres. Donc, je suis régulièrement sollicité par les autres pour des intermédiations sociales, pour l'accompagnement des enfants, pour le coaching des jeunes, pour parfois même aider à une médiation dans les ménages et autres. Voilà. Donc, je ne suis jamais isolé. C'est parfait. Comme tu l'as abordé au tout début de cette discussion, tu as parlé de tes valeurs et là, je vois que tu es parfaitement aligné à ces valeurs parce que tu reviens sur la foi, sur la spiritualité et sur tes interactions sociales aussi. Donc moi, je note que tu es très social et très sociable. Tu es ouvert d'esprit et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, tu aimes partager en fait ce que tu as. Et quand je dis partage, voilà, il faut pas que les bas pensent directement à l'argent pour qu'ils commencent à te contacter sur sur les réseaux sociaux. Donc je parle à tout ce qui est partage de connaissances, partage d'expériences et je salue tout ça. Merci. Avec le recul et l'expérience que tu as, on peut dire que c'est plutôt positif en fait ton intégration, c'était bien. Et contrairement à l'intégration de beaucoup d'autres migrants, beaucoup d'autres expatriés. Et donc, j'imagine que tu as vraiment une petite histoire peut-être drôle ou marquante à nous raconter. Je vais prendre une histoire vécue à Lyon, comme tu vis à Lyon. Alors, la première fois que je suis allé à Lyon, c'était donc l'inscription au niveau de l'Université catholique de Lyon. Et on m'a dit il fallait donc envoyer 2 photos d'identité. Et j'ai dit que je n'avais pas de photos sur moi et tout de suite, tout le monde m'a regardé pour dire mais va à la gare tout près, il y a un photomaton là-bas. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de photomaton. Donc, on me dit avec $5, tu peux faire tes photos rapidement au niveau du photomaton là-bas. Donc, je sors, je m'arrête et j'essaye donc de comprendre un peu c'est quoi photomaton. Finalement, je vois donc quelqu'un que j'interpelle et je lui demande où se trouve le photomaton. Il m'a dit, allez-y s'il vous plaît à la gare Lyon-Perrache, il y en a un là-bas. Donc je pars, je rentre dans la gare, je me mets pendant 30 minutes à chercher. Parfois, je m'arrête à côté du photomaton, je demande aux gens où se trouve le photomaton. Donc finalement, quelqu'un a compris que j'étais vraiment nouveau dans cette affaire-là. Il m'a dit, OK, c'est ça le photomaton. Et maintenant, le gars, moi, je n'avais pas 5 euros sur moi. Je n'avais qu'un billet, je crois, de 20 euros. Ouais. On me dit que c'est 5 euros et donc je me mets à manipuler la machine en insultant presque tous les blancs quoi, pour dire comment est-ce qu'on Et peut j'imagine qu'il imaginer... n'y avait pas de monnaie aussi. Voilà, comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un est capable seulement de parler à une machine? Voilà. Pourquoi on n'a pas quelqu'un ici qui accepte l'argent, qui te guide et tout? Finalement, donc, j'introduis les $20, je me mets à attendre la photo
Et la photo est effectivement capturée et je voulais récupérer ma monnaie. Dans les photomatons en général, il n'y a pas de Voilà, monnaie. et l'appareil ne donne pas de la monnaie. Donc, j'ai attendu pendant 1 heure là-bas, en train de chercher les voies et moyens pour récupérer ma monnaie, impossible. Et je me mettais en fait à calculer un peu ce qui représentait 15 euros au Mali, parce que je venais du Mali en fait. Finalement, donc, j'ai perdu mon argent, mais j'ai récupéré les photos et c'était une bonne expérience. Et ce jour-là, dès que je suis rentré à la maison, à l'époque, l'IA n'existait pas encore ou n'était pas en tout cas connu, mais je suis allé automatiquement consulter le professeur Google pour mieux comprendre ce que c'est qu'un photomaton, comment ça fonctionne, quelles sont ses conditions et tout. Carrément Et pour donc, Google, no wawi ɗum ɗon. voilà, donc ça, c'était vraiment une expérience assez anecdotique que j'ai vécue donc à Lyon. C'est très drôle, merci d'avoir partagé ça. Alors, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu as appris cette expérience migratoire sur toi-même? J'ai peur de décevoir les gens qui aspirent à venir donc s'installer en Occident, mais j'ai envie de dire en fait que la migration, elle a énormément de côtés certes positifs, mais elle n'est jamais la solution définitive. Il y a toujours quelque chose de triste en lien avec la migration. Le fait d'être coupé de son environnement, le fait d'être coupé de sa famille, le fait de ne pas être reconnu comme une personne ressource, mais plutôt comme un être humain simple, parfois c'est extrêmement décevant. Je me rappelle quand je vivais par exemple au Mali, au Burkina, en Guinée, il ne se passe pas une seule journée sans que quelqu'un ne vienne me parler d'une affaire sociale. Un baptême par là, un mariage par là, un décès de l'autre côté, une préoccupation par-ci, quelqu'un qui te demande à lui compléter son transport ou bien ses frais de voyage, ou bien c'est quelqu'un qui vient juste vers toi parce qu'il a envie de se confier à toi, de te parler de ses préoccupations et il estime qu'en te parlant, il trouve obligatoirement la solution. Quand vous vous retrouvez dans un milieu comme celui où on vit ici, où on nous compte en tant qu'individu juste pour compléter la population, c'est extrêmement difficile. Peut-être quelqu'un qui arrive et qui n'a pas de vécu, un jeune par exemple bachelier qui vient juste d'avoir le bac et qui vient s'installer, il a peut-être moins de choc que quelqu'un comme moi qui a du vécu social, qui a du vécu professionnel et tout. L'expérience de la migration est importante, mais c'est une expérience à vivre, mais attention, préparez-vous toujours au chemin inverse. C'est là où se trouve le bonheur. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui aspirent à migrer, je leur dirais, ne venez que pour 2 choses. Venez pour renforcer vos connaissances et vos compétences et venez pour découvrir autre réalité qui ne soit pas celle que vous avez connue jusqu'à maintenant. Et ne venez jamais avec l'intention que vous êtes en train de quitter l'enfer pour le paradis. Le paradis, finalement, peut-être qu'il est illusoire, qu'on ne peut pas le percevoir ici sur cette vie-là. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un qui a atteint 20% de ses ambitions de départ en partant. Oui. Et on va revenir un peu sur les principales difficultés. Hein. Tu as parlé des difficultés que tu as rencontrées. Selon toi, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les migrants guinéens ou africains aujourd'hui? Et, Oui, la première difficulté, je dirais en fait, c'est la mauvaise appréciation donc de l'ambition de départ. Les gens viennent avec des utopies, pas des rêves. Ils pensent qu'en arrivant ici, tout ce qu'ils ont comme problème dans la vie trouvera solution. Ça, c'est la première difficulté majeure parce que quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est la désillusion totale. Peut-être que même ils étaient plus heureux quand ils étaient de l'autre côté qu'ici. Ça, la deuxième difficulté majeure, c'est que les gens ont tendance très très rapidement à chercher le besoin matériel, l'argent et l'enrichissement. Voilà, c'est ça la préoccupation principale. Ils oublient que
la base de l'enrichissement, c'est d'abord l'intégration. Donc, beaucoup de gens sautent des étapes. Je donne le cas, par exemple, ici aux États-Unis, qui est un pays anglophone, alors que chez nous, c'est francophone. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui refusent d'aller, par exemple, apprendre les cours d'anglais. Et ça les suit durant toute leur existence ici, parce qu'ils ont énormément du mal à s'intégrer. Quand tu ne parles pas un bon anglais ou bien quand tu ne sais pas te comprendre avec les gens, ils ne t'accordent absolument aucune importance. Et toutes les démarches que vous menez pour vous-même et pour vos enfants se font en anglais ou alors en espagnol. Donc le fait de ne pas apprendre les langues est une grosse barrière. Le fait de privilégier donc la recherche tout de suite de l'argent et de ne pas chercher à s'intégrer, par exemple, en faisant des études, ne serait-ce que professionnelles ou d'information continue, ça aussi c'est une grosse barrière parce que ce qui fait que la plupart des migrants choisissent des métiers en fonction de ce qu'ils ont trouvé, sont en train de faire. Quand vous prenez par exemple les Guinéens, désolé de le dire, mais vous prenez 3 ou 4 secteurs d'activité, ils sont tous dans ça. Et donc, ils choisissent plus la facilité parce qu'ils ont trouvé un oncle ou bien une tante ou bien un ami en train de faire ça sans savoir pourquoi il n'a pas plutôt voulu faire telle autre activité. Et donc, ils se concentrent tous sur des grappes de métiers ou des grappes d'activités économiques qu'on pourrait qualifier d'activités précaires, alors qu'ils avaient la possibilité peut-être de continuer des études ou bien de suivre des formations professionnelles et de mieux gagner leur vie. L'autre difficulté que j'évoquerai, c'est malheureusement la pression sociale au pays. Naturellement, celui qui part au-delà de la Guinée, même si c'est au Mali que tu te trouves, tu es aussitôt considéré comme un robinet. C'est-à-dire que tu dois obligatoirement alimenter ceux qui sont restés au pays. Alors que parfois, ils sont plus riches que toi. Tu as des amis, tu as des frères, tu as des sœurs qui te demandent à leur faire des cadeaux. Parfois, quand tu évalues en fait ce qu'ils te demandent là et qu'ils ont tendance à sous-estimer, toi-même, tu ne peux pas te permettre ce luxe. C'est un iPhone par-ci, une voiture par-là, un parfum qui coûte peut-être $500 par-ci, une montre que toi-même tu n'as jamais utilisée durant toute ton existence ici. Et ils te demandent ça là-bas en tentant même de sous-estimer pour dire envoie-moi ça seulement. Depuis que tu es allé, tu ne m'as même pas fait ça. Personne ne songe à se dire ok, dans quelles conditions il est en train de vivre là-bas, est-ce que je ne devrais même pas lui envoyer de l'argent? Et on a tendance donc à comparer aussi les diaspos. On a tendance à dire tel a réalisé telle infrastructure ici, il a envoyé tel parent à la Mecque. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi toi tu es allé? Donc cette pression sociale existe et fait que certains qui sont faibles de mentalité abandonnent le chemin qui les mène à la vraie intégration pour choisir donc les chemins courts et qui malheureusement les conduisent à des métiers précaires où ils vont souffrir toute leur existence. Donc voici autant de difficultés qu'on rencontre en dehors maintenant des aspects liés à la légalité, l'obtention des papiers et autres. Oui, c'est exactement ce que je voulais aussi souligner. Et d'ailleurs, dans mon livre, c'est une question que j'ai largement abordée. Les pressions sociales, les charges que prennent en tout cas les membres de la diaspora ou les migrants. Et l'autre question aussi, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est vouloir faire quelque chose pour impressionner parce que tel l'a fait, vouloir coûte que coûte j'ai quelque chose à leur côté dans un pays où t'as presque rien. Et je le dis aujourd'hui, des personnes qui ont des immeubles ou des villas en Guinée, alors qu'ils vivent à l'étranger depuis plusieurs années et ils ne comptent pas ni quitter. Et tu les trouves dans des appartements qui ne dépassent pas 50 ou 60 mètres carrés. C'est des questionnements que chaque migrant ou chaque personne qui vit à l'étranger devrait soulever et pour non seulement pouvoir vivre mieux, mais aussi savoir comment aider et dans la mesure du possible pour éviter aussi de se mettre dans une démarche en fait de maintenir les gens dans
la dépendance. En tout cas, c'est des questions, c'est des problématiques qui existent et qui nécessitent d'être soulignées, soulevées. Et merci d'avoir partagé toutes ces difficultés. Et est-ce que tu aurais des propositions pour ces difficultés d'ailleurs? Oui, je pense entre autres en fait à une volonté politique assez forte, étant donné aujourd'hui que par exemple, quand vous prenez en fait le développement de l'Afrique, il est supporté avant tout d'abord par les Africains. C'est-à-dire que des études économiques montrent aujourd'hui que le premier bailleur des fonds de l'Afrique, c'est d'abord les Africains à travers les transferts monétaires qu'ils font. Donc l'idée serait pour nos pays, étant dans un contexte où l'aide publique au développement est en train de décroître de manière assez rapide, l'idée serait pour nos pays d'avoir une certaine volonté politique facilitant, en facilitant beaucoup de choses à leurs ressortissants qui sont basés dans certains pays, ne serait-ce qu'en prenant les pays où ils sont majoritairement basés. En essayant de créer donc des institutions au niveau de ces pays-là, rattachées par exemple à l'ambassade pour faciliter les orientations en termes d'insertion scolaire, professionnelle pour les migrants, ça devrait être vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, faciliter l'intégration des migrants dans les pays où ils habitent à travers des dispositifs que les pays eux-mêmes, les pays d'origine des migrants prennent. Certains le font, tel que le Maroc aujourd'hui le fait, et en essayant également de faciliter donc la gestion des ressources rapatriées par ces migrants au niveau des pays. Aujourd'hui, si tu prends 3 migrants, 2 sont victimes d'une manière ou d'une autre d'une trahison de la part de leurs proches au pays. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé nuit et jour pour mobiliser des ressources et rapatrier au pays pour des activités économiques ou bien pour des activités d'investissement personnel, et malheureusement, l'argent n'est pas allé à destination. Donc, si les pays mettent en place des dispositifs pour faciliter le transfert monétaire, pour faciliter l'investissement de la diaspora dans les pays d'origine, en créant des structures, par exemple, qui devraient jouer à la transparence et vraiment être à l'écoute de la diaspora par rapport à ses besoins, je pense que ça faciliterait encore davantage la vie, non seulement à ceux qui sont restés là-bas, mais aussi à ceux qui sont là et qui parviennent donc, à cause des conditions qui existent dans les pays où ils arrivent, à avoir plus de revenus qu'ils sont capables de réinjecter dans l'économie circulaire de leur pays. Donc ça, c'est le côté formel et volonté politique. Par ailleurs, ce que je dirais pour faciliter l'insertion ici, c'est que les associations des ressortissants qui existent devraient toutes avoir en leur sein un département ou bien une direction ou bien une responsabilité en charge de l'accueil et de l'orientation des gens qui arrivent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui se perdent malheureusement, qui se retrouvent dans des circuits où ils n'auraient pas dû se retrouver par manque d'information et d'orientation. Je prends le cas, par exemple, des gens qu'on dit ont suivi le chemin de Nicaragua pour arriver aux États-Unis, donc entrer illégalement par la frontière terrestre. Il y a des associations très représentatives ici aux États-Unis. Si elles avaient mis en place des dispositifs d'accueil et d'orientation de ces migrants-là, ça aurait facilité encore plus l'insertion de ces gens-là. Et beaucoup d'entre eux auraient compris que, par exemple, pour réussir leur intégration aux États-Unis, il faut obligatoirement commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire apprendre l'anglais. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans des activités à risque. Par exemple, il y en a qui font de la livraison plutôt. Il y en a qui se retrouvent à travailler dans des gros magasins où c'est l'exploitation qui prime par rapport plutôt à la possibilité de préparer son avenir. Alors que quelqu'un qui arrive ici jeune ne voudrait pas continuer toute sa vie à faire du travail physique
à un moment donné, il va se fatiguer. Donc, autant leur dire, par exemple, que pour pouvoir travailler dans des endroits où il y a moins d'exigences physiques, il faut obligatoirement parler la langue. Il faut apprendre, par exemple, l'informatique. Il faut, par exemple, apprendre à connaître les dispositifs qui existent et qui permettent à des gens d'aller étudier sans frais. Je te donne mon cas, mon exemple. Quand je suis arrivé ici et j'ai voulu donc améliorer mon anglais, je suis automatiquement allé chercher donc des centres de formation de langue. Et moi, je suis dans l'État de Pennsylvanie. Quand je demandais aux gens, ils me disaient non, donc au New York, c'est à New York que ça existe. Je dis non, ça, ce qui existe à New York devrait être partout ailleurs. Et donc, moi, j'ai cherché et j'ai pu trouver. Et à un moment donné, dans les centres-là, le niveau qu'ils donnaient en termes de cours était donc en dessous de mon niveau maintenant. Et je savais toujours qu'en réalité, mon niveau n'était pas arrivé à un niveau professionnel. Et j'ai cherché donc à me renseigner et j'ai trouvé qu'il y avait des cours qui existaient au niveau des collèges. Et tout le monde, quand tu leur parles des collèges, il te dit tout de suite, non, c'est à payer, il faut payer, il faut payer. Et moi, je suis allé me renseigner. J'ai pu financer 6 mois de cours d'anglais pour moi en ne payant que $50. Parce qu'il existait des dispositifs, par exemple, dans le collège où je suis allé, la formation, elle devrait normalement me coûter $6 500. Mais je leur ai demandé est-ce qu'il n'existe pas des dispositifs d'accompagnement pour des gens nouvellement arrivés. Ils m'ont dit, si vous remplissez ces conditions-là, il y a par exemple un fonds reliquat que nous avons sur l'accompagnement à la lutte contre le coronavirus. Ils avaient reçu donc un fonds de la part de l'État pour des soutiens à des gens qui sont victimes de coronavirus. Et le fonds-là était là et personne n'était désormais en train de demander. Et si ils ne dépensaient pas, ils devraient reverser. Moi, je suis allé leur expliquer. Ils m'ont dit, tu as bien fait d'en parler parce que le fonds-là existe et il peut financer tes études. Donc, je n'ai payé que $50. Ok. Ok, d'accord. Alors, avant de finir, j'ai beaucoup apprécié ton parcours, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le connaissais un peu, et là j'ai appris beaucoup de choses aussi dans ton parcours. Qu'aimerais-tu que ton parcours inspire aux jeunes qui t'écoutent? Très, très bonne question. Je voudrais en fait que les jeunes voient à travers mon modeste, très modeste parcours académique et professionnel comme une possibilité qui existe de travailler, d'étudier et de réussir sans pour autant tomber dans la démagogie ou dans la démission. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis titulaire d'environ 8 diplômes universitaires. Sur les 8 diplômes universitaires, il n'y a que 2 qui sont acquis en Guinée. Tous les restes, je les ai acquis à l'étranger. Et sur tous les diplômes que j'ai acquis à l'étranger, il n'y a qu'un seul que j'ai acquis où j'ai contribué financièrement à ma formation. Tout le reste, c'est des bourses que j'ai obtenues. Pour avoir la première bourse que j'ai eue en 2008 et donc étudié à l'université de Ouagadougou, j'avais déjà tenté plus de 50 fois pour avoir des bourses. Partout, d'abord, j'ai cherché. À l'époque, la recherche était très compliquée parce qu'il n'y avait pas Internet à ce niveau-là. Beaucoup de choses nous manquaient. Mais je me mettais à chercher. J'ai rencontré, par exemple, à l'université des enseignants qui sont allés étudier à l'étranger. Je leur demandais comment ils avaient réussi à aller à l'étranger. Et à un moment donné, dans le quartier où j'habitais, les gens m'appelaient donc propriétaire des dossiers de bourses. Tellement que partout où tu me voyais, je cherchais des bourses. Et les gens se moquaient de moi parce que ça ne venait pas. Et quand ça a commencé à venir, ça n'a pas arrêté. Et aujourd'hui, c'est moi qui ne veux plus de bourses. Sinon, j'aurais encore continué à les avoir. Rien que ma bourse, par exemple, à l'Université catholique de Lyon, c'est 50 000 €. C'était une bourse aussi que tu avais eue pour Oui, l'université ma catholique? bourse à l'Université catholique de Lyon a été payée. J'étais non seulement payé moi-même à 1100 € par mois en tant qu'étudiant pour mes frais personnels, mais il payait aussi 25 000 € la formation à l'époque
au niveau de l'Université catholique de Lyon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une université privée française, mais qui existe aussi, qui est installée aussi dans plusieurs pays. Et quand j'ai fini cette formation, à cause de mes résultats académiques, c'est cette université qui a plaidé auprès de mon bailleur de bourse pour lui dire si tu pouvais encore payer pour Al-Gassim ou pour qu'il fasse un master complémentaire à son master en développement local. Ça aurait été excellent parce que en ce moment, ça lui aurait donné une polyvalence. Et donc, mon organisme a encore payé une deuxième année de bourse pour moi. Je suis allé étudier à l'École nationale d'administration publique du Québec pour le programme international de formation en évaluation du développement. Je n'ai payé que 40%, le reste c'était une bourse. Donc, pour te dire en fait que il faut jamais démissionner parce qu'on a échoué pour une première ou une deuxième ou une troisième fois. Il faut persévérer dans tout ce qu'on fait. Tant qu'on est convaincu que le chemin sur lequel on est peut mener au succès, il faut jamais se laisser abattre par les obstacles. Donc, j'ai envie que les jeunes voient que quelqu'un qui vient d'un milieu aussi naturel que moi, fils d'un enseignant et d'une ménagère, qui a aujourd'hui la chance d'avoir tous ses diplômes et dans des grandes universités, qui a eu ce parcours professionnel que beaucoup envient. Je n'ai pas eu le soutien d'un oncle, je n'ai pas eu le soutien d'une tante, je n'ai pas eu le soutien d'un mentor, je n'ai eu que le soutien de Dieu et mon engagement à moi. J'ai envie que les jeunes quittent ce milieu démagogique ou bien cette recherche quotidienne d'argent facile pour se concentrer à leur avenir. Qu'ils sachent que tôt ou tard, si tu as bafouillé ton parcours de base, ça va te rattraper pour toute ta vie. Et comme tu l'as dit, hein, pour faire tout ce que tu as fait dans ton parcours universitaire ou même professionnel, je pense qu'il faut être animé d'une volonté d'apprentissage, c'est-à-dire être dans une démarche ou dans une logique en fait d'apprentissage, de vouloir apprendre. Et donc c'est important qu'on soit animé d'apprendre tous les jours. C'est pas parce qu'on a eu un premier diplôme ou un deuxième diplôme qu'on va s'arrêter là et on va se contenter de ce qu'on a, du peu qu'on a. On a toujours la possibilité ou les capacités qui nous permettent d'apprendre. Et il faut apprendre tous les jours, que vous soyez professionnel ou étudiant ou élève, et ayez cette volonté d'apprendre tous les jours. Et si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas, cherchez à connaître. C'est très important. Et j'aime toujours rappeler ce que disait Amadou Hampâté-Bâ, hein. Et lui, il disait que c'était un proverbe peul. Hein. Je vais essayer peut-être de le paraphraser en peul. Aandai. Si aandata. Donc, pour ceux qui ne parlent pas peul, voilà, il voulait dire si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est quelque chose que moi j'ai depuis très longtemps, ce qui me permet de continuer à apprendre tous les jours. J'apprécie vraiment voilà cette démarche que tu as, ce que tu fais. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai la chance de te connaître et je vois ce que tu fais aussi. Je vois ce que tu partages sur LinkedIn. Tu apprends tout le temps. Là, tu as parlé de tes diplômes que tu as obtenus, des diplômes universitaires. Mais on n'a pas parlé de tout ce qui est certificat, tout ce qui est attestation de formation professionnelle. Et je sais que tu en as beaucoup. Et tout ça, c'est super intéressant et super inspirant. Si tu permets, je vais juste rajouter quelque chose. J'ai envie, en fait, de confier un secret que beaucoup ignorent. Ce secret est le suivant. Si vous voulez vous améliorer et être meilleur dans ce que vous faites, il faut adopter en fait cette démarche d'accompagner, le fait d'accompagner les autres. Quand vous acceptez volontairement de partager vos connaissances, d'accompagner les gens, de les écouter, de les conseiller, parfois même de prendre la responsabilité pour eux, tous les jours, ça vous grandit. Tous les jours. Beaucoup de gens se demandent d'où est-ce que je tire ma polyvalence professionnelle. Beaucoup de gens se demandent d'où est-ce que je tire ma sagesse sociale.
en réalité, c'est au contact quotidien des autres. Le fait d'écouter tous les jours les autres, savoir ce qu'ils endurent et le fait qu'ils te consultent pour que tu leur donnes ton avis te grandit tous les jours et te donne tous les jours de nouvelles expériences. Et le fait au plan professionnel, moi par exemple, partout où j'ai travaillé, j'ai été toujours élu parmi les meilleurs, pour ne pas être trop subjectif, être toujours le meilleur, mais j'ai toujours été parmi les meilleurs. Et mes employeurs ont toujours pratiquement regretté ou en tout cas exprimé le regret de me voir partir. Ça, je le tire d'une seule chose, c'est le fait que en fait, j'accorde toujours du temps à mes collègues. Quand on nous partage des responsabilités, chacun sait ce qu'il doit faire. Je suis d'abord dans une posture où j'écoute tout le monde pour savoir s'ils ont besoin d'appui. Donc, le fait d'accompagner des gens, par exemple, qui sont en comptabilité, en administration, en RH, dans d'autres domaines, le fait de s'engager volontairement à les accompagner, ça m'a permis d'avoir une certaine polyvalence. Je ne réclame pas de l'expertise dans tous les domaines, mais c'est rare que tu parles d'un domaine que je ne connais pas ou je n'aurai pas mon mot à dire. Donc, soyez toujours à l'écoute des autres et tant que c'est possible, même s'il faut diminuer un peu vos heures de sommeil, diminuez-les pour aider quelqu'un à résoudre une préoccupation. C'est parfait. Et avant le mot de la fin, as-tu un projet, une initiative ou un rêve que tu souhaites partager avec les auditeurs? Et au début de la discussion, tu nous as parlé du projet voilà, que tu as déjà monté et réalisé. Tu as aujourd'hui un cabinet de consulting, un cabinet de conseil. Je ne sais pas si tu voudrais revenir un peu sur ce projet ou si tu as un autre projet aussi ou un rêve à nous partager. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est vraiment d'inspirer la jeune génération, d'inspirer les communautés à travers donc mon expérience professionnelle. Je considère que j'ai eu l'opportunité de parcourir plusieurs pays. J'ai eu l'opportunité donc d'apprendre de plusieurs sources. J'ai eu l'opportunité d'être en contact avec plusieurs parties prenantes. J'ai eu l'opportunité d'étudier avec de grandes personnalités. Et tout ça, ça a contribué donc à forger mon savoir, à forger surtout mon savoir-faire. Et je ne voudrais pas que Dieu me reprenne sans avoir eu l'opportunité de partager ça autour de moi. Donc, ce qui fait que je me suis dit à un moment donné donc qu'il fallait être partie prenante par rapport à la mise en place des cabinets de consulting. Ce qui fait que donc je suis partie prenante d'un cabinet de consulting qui vient de naître, qui s'appelle Yetel, qui ambitionne donc de travailler sur les questions de développement, d'accompagner la jeunesse, d'accompagner l'entrepreneuriat au niveau de tous les pays africains. Et au-delà de ça, ici aux États-Unis, donc j'ai mis en place un cabinet personnel qui s'appelle Local Development Consulting et qui ambitionne donc de créer des ponts entre la diaspora, les acteurs au niveau donc africain, notamment les collectivités locales, les ONG, les associations, les individus porteurs de projets et tous ces acteurs-là donc pour qu'ils bénéficient de tout ce que la diaspora peut avoir comme instrument de financement et comme ambition par rapport à leur pays d'origine. Donc, voici un peu les projets que je nourris aujourd'hui et j'aimerais à un moment donné, si Dieu me donne longue vie et santé, d'aller aussi donc être au niveau d'une collectivité locale en Guinée comme conseiller élu. Et si jamais la Guinée applique son code de collectivité décentralisée, être par exemple dans une posture de technicien au niveau d'un conseil régional. Ce sont là mes ambitions. Merci. C'est très noble cette ambition et on te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans tous ces projets. Merci. On espère aussi que ce rêve que tu as soit réalisé dans les meilleures conditions. Vous l'avez entendu, hein, si vous êtes intéressé par tout ce qui est accompagnement, n'hésitez pas
prendre contact avec lui, que vous soyez une structure associative ou une structure institutionnelle, voilà, ou un particulier, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette discussion. J'aimerais te poser une ou deux questions pour finir. Est-ce que tu as un mot, une phrase ou une citation qui te motive dans les moments difficiles? Oui. Pour ce qui me motive davantage dans la vie, lorsqu'il y a des obstacles qui se posent devant moi, c'est d'abord le Coran, et plus particulièrement là où Allah nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. C'est-à-dire, à côté de chaque difficulté, il y a une facilité. Au jour succède toujours la nuit et à la nuit succède toujours le jour. Donc, quand j'ai un obstacle dans ma vie, je pense à ça, je me dis automatiquement que c'est une question d'heure ou de jour, mais ça finira par passer. Donc, je ne me fais jamais de soucis, je ne me stresse jamais parce que je sais que en fait, ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu lui-même fait est toujours la meilleure option pour moi. C'est parfait. Pour finir sur une petite note légère, si ton parcours migratoire était un film, ce serait lequel? Je ne sais pas si tu regardes des films ou je sais pas, ou des documentaires. Est-ce que tu as un film en tête qui pourrait résumer un peu ton parcours ou qui pourrait refléter un peu ton parcours migratoire? Je m'excuse, mais en fait, je vais encore te ramener du côté religieux. Je n'ai pas la prétention de rêver d'avoir la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai envie que mon parcours migratoire ressemble à l'obligation qu'il avait poussé à quitter la Mecque pour aller à Médine et ce qui s'en est suivi pour qu'il puisse revenir. J'ai envie qu'un jour que je rentre en Guinée et que je sois vraiment au service de la Guinée et de l'Afrique. Donc, je continue à nourrir l'espoir et je prie pour ça, pour que je puisse revenir un jour en Guinée et être dans une posture où je pourrais aider d'une manière ou d'une autre tous les Guinéens, notamment tous ceux qui ont perdu l'espoir. C'est parfait, c'est très noble. Et je salue cet esprit que tu as. Et ça me donne envie de te poser une question, mais je connais déjà la réponse et c'est une réponse qui me satisferait en tout cas parfaitement. La question, c'est celle de savoir est-ce que tu as un rôle modèle, genre est-ce que tu as un modèle dans ta vie, une personne qui t'inspire. Tu as parlé du prophète, paix salut sur lui. Oui, j'ai des modèles, il n'y a que le prophète qui est modèle pour moi dans tous les domaines. Maintenant, en dehors de lui, il y a des modèles qui m'inspirent sur des côtés. Parce que l'être humain, en dehors des prophètes, ne sont jamais parfaits. Mais quand je vois les côtés positifs de certaines personnes, elles m'inspirent par rapport à leur objectivité, à leur savoir ou bien à leur simplicité. Et tout de suite, tu as donné Amadou Hampâté-Bâ, tu as donné une de ces citations. Amadou Hampâté-Bâ, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, Moi énormément. aussi. Surtout quand je dois penser à mon statut de Peul et d'Africain, c'est en lui que je m'identifie. Maintenant, quand je dois me pencher sur mon engagement en termes donc de causes justes, mon modèle, c'est Nelson Mandela. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Algassimou, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé tout ce parcours. Ça a été un plaisir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et j'espère que les auditeurs qui nous suivent apprendront aussi à travers ces échanges que nous avons eus. Et j'espère aussi te retrouver, pourquoi pas, voilà, dans un autre épisode qu'on aura très prochainement. Merci beaucoup.